Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur la chaîne Soigne ton art. Alors aujourd'hui on ouvre une nouvelle série, une nouvelle thématique de vidéo, donc une nouvelle série on va dire, qui va être consacrée en fait aux différentes médiations artistiques, on va essayer de voir un peu toutes les médiations artistiques qu'on peut utiliser en fait dans le champ des thérapies par l'art. Alors pour démarrer cette série en fait on va aborder la médiation dessin, qui est une médiation d'ailleurs historique dans le champ des thérapies par l'art. Ce qu'on peut dire très rapidement en intro, en petite intro, c'est que le dessin, c'est un support d'expression majeur, et on va voir que l'acte de dessiner, à partir du moment où il est pratiqué en fait sans considération technique, ça c'est vraiment très très important. Bien, en fait, c'est un formidable moyen de se projeter, de mettre en forme son intériorité et d'aller vers soi. Alors, au sommaire de cette première série de vidéos sur le dessin. Alors d'abord le dessin, un mode d'expression ancestrale. Ensuite le dessin, une médiation thérapeutique historique. Le dessin, un processus dynamique. Le dessin pour se projeter et mettre en forme son intériorité. Enfin on finira par quelques petits exemples de dispositifs dessin en séance. Voilà. Alors, le dessin a un mode d'expression ancestral. Ce qu'on peut dire déjà en premier lieu, c'est que l'acte de dessiner est une activité clairement consubstantielle à l'homme, à l'être humain, et que depuis donc les temps immémoriaux, les hommes ont dessiné d'abord sur le sol, sur les parois des cavernes, sur du bois, sur des os aussi, en gravant ou en sculptant avec du silex notamment. Ce qu'on peut dire aussi, c'est que pendant la période préhistorique, en fait, le dessin se confondait avec la peinture, la gravure et la sculpture d'une certaine façon. Et là, je renvoie aux vestiges de l'art pariétal et de l'art rupestre, Lascaux, Altamira, donc tout cet art en fait du paléolithique et du néolithique. Là, on mettra quelques photos. Ce qu'on peut dire aussi, c'est que les premiers dessins hors ciselage en fait étaient réalisés avec de la craie blanche plutôt et du charbon de bois. Que plus tard, pendant l'Antiquité, le dessin va se développer en Égypte, en Grèce, notamment sur des blocs de pierre, sur de l'argile aussi, on va dessiner, du papyrus, et que des premières codifications en fait vont faire leur apparition. Et ce qu'on peut dire aussi, c'est que historiquement, le dessin fut avant tout en fait utilisé pour réaliser des œuvres qui étaient en fait peintes ensuite. Et ça, on verra après, on le verra quand on abordera la question de la médiation peinture. Ce qu'on peut dire aussi, toujours un peu l'étymologie, donc que si l'on se réfère à l'étymologie du terme dessin, en fait on s'aperçoit qu'il se réfère au dessin, à l'autre dessin, hein, D-E-2-S-E-I-N, à savoir le projet où le but est à atteindre, et ça c'est jusqu'au XVIIIe siècle. En fait, l'idée d'un point de vue étymologique, le dessin vient de l'italien signo avec le préfixe de, c'est-à-dire le signe, la marque, et en fait surtout l'idée c'est que le dessin induit un mouvement à la fois mental et physique. Et ça, c'est très important, dans l'idée que le dessin puisse aussi permettre de se libérer. Ce qu'on peut dire, c'est un peu plus tard, à la Renaissance, en fait, le terme dessin, D-E-2-S-I-N, s'adresse à l'œuvre en devenir, un tableau par exemple, ce qui signifie que l'on est bien en fait dans un objectif à atteindre, tandis que le dessin proprement dit correspond à l'esquisse. Après, au XVIIIe siècle, le dessin, on va dire, commence à être considéré comme une véritable activité artistique. Et en fait, c'est à la fin du XIXe qu'il devient un véritable art, en fait, à part entière. Mais pour beaucoup, y compris pour de nombreux artistes, en fait, le dessin et la peinture sont souvent associés, puisque, en fait, ces deux médiations participent à l'élaboration de l'œuvre. Et on a tendance à dire que l'un est le symbole du trait, à savoir le dessin, et que l'autre, donc la peinture, c'est plutôt le symbole de la tache et de la couleur, mais que les deux se confondent. Alors voyons maintenant la question du dessin, enfin le dessin, une médiation thérapeutique historique. Alors ce qu'on peut dire, c'est que dans le champ thérapeutique, le dessin a été la première médiation à entrer dans les asiles d'aliénés, hein, donc au 19e, notamment par l'intermédiaire de certains médecins qui l'ont utilisé en fait pour faire des portraits de malades. Alors il y en a eu beaucoup. Parmi les plus célèbres, on peut évidemment citer Charcot, Jean-Martin Charcot, clinicien neurologue à la Salpêtrière à Paris, qui était lui-même par ailleurs un très bon dessinateur. D'ailleurs, il a longuement hésité
semble-t-il, entre les Beaux-Arts et la faculté de médecine. Et en fait, Charcot exécutait lui-même des portraits de ses patients. Là, c'était vraiment donc pour essayer de mieux comprendre, de mieux situer, de mieux diagnostiquer en fait les pathologies. L'un de ses élèves aussi, Paul Richer, c'est très connu, hein, il est également dessinateur. Il va aussi réaliser de nombreux portraits de patients à la Salpêtrière, lui particulièrement pour témoigner des crises d'épilepsie. En fait, ce qu'il faut voir, c'est que progressivement, le dessin rentre dans les asiles d'aliénés, et qu'en fait, il va être un peu plus tard encore introduit auprès des patients eux-mêmes pour qu'ils s'occupent et surtout qu'ils puissent s'exprimer en fait dès la fin du 19e. Et ça, on va retrouver cette médiation aussi bien dans les hôpitaux psychiatriques en France, mais aussi en Suisse, en Allemagne, en Grande-Bretagne, aux États-Unis également. Ce qu'on peut dire ensuite, c'est qu'au début du XXe siècle, avec le développement de la psychanalyse, le dessin va devenir une médiation essentielle, notamment pour les thérapeutes qui soignent les enfants. Alors, on peut citer Sophie Morgenstern, qui est l'une des pionnières de la psychanalyse infantile. Là, je vous renvoie à la vidéo qu'on a faite sur elle. Mais on peut aussi citer Mélanie Klein, également Anna Freud en France, Winnicott, Donald Woods Winnicott. Là, je vous renvoie aussi aux vidéos qu'on a faites sur lui, toutes ces personnes vont recourir en fait au dessin comme support en fait on peut dire de l'activité fantasmatique, mais aussi comme moyen d'entrer en relation avec les enfants autrement que par la parole. On peut citer aussi, rapidement d'Henri Vallon, médecin et psychologue français, qui va engager des recherches sur les dessins d'enfants. Et ce qu'on peut dire, c'est que cette médiation, le dessin, cette médiation artistique, en fait, elle va devenir un véritable champ d'étude original, en fait, de la psychologie de l'enfant. Alors là, évidemment, difficile de ne pas citer Françoise Dolto, pédiatre et psychanalyste française, ancienne élève de Sophie Morgenstern, qui va proposer une technique expérimentale qui consiste à repérer en fait dans chaque dessin d'enfant tous les éléments, on va dire, signifiants, puis en fait après à les comparer entre eux, ces dessins, pour essayer d'établir des études, on va dire, comparatives des symboles qu'ils utilisent. Et en fait, Dolto va mettre en avant fondamentalement en fait la valeur projective du dessin, en postulant particulièrement que l'enfant peut exprimer certaines pensées, mais aussi des sentiments grâce au dessin, et qu'il a tendance, en fait, à travers le dessin, à projeter une image totale de lui-même. Enfin, ce qu'on peut dire aussi, c'est que Dolto va développer la notion de projection de l'image du corps même à travers la médiation plastique, et particulièrement le dessin. En fait, chez Dolto, l'image du corps a une signification dynamique qui rend compte non de la représentation que nous nous faisons de notre corps, mais de l'intérêt que nous lui portons. Or, selon Dolto, l'image du corps trouverait dans le dessin en fait un lieu privilégié de projection. Mais, pour finir là-dessus, cette image du corps, selon Dolto, ne s'exprime pas seulement dans les autoportraits ou les dessins de personnages. Elle peut aussi se retrouver, par exemple, dans toutes les représentations d'objets, mais aussi de végétaux, d'animaux, voire dans un dessin non figuratif. Alors, ce qu'on peut dire plus généralement, c'est que dans le champ des thérapies par l'art, en général, des arts-thérapies en particulier, le dessin est vraiment l'une des médiations les plus utilisées et on pourrait même dire d'une certaine façon que l'art-thérapie est née avec le dessin. Alors là, je renvoie particulièrement à Adrian Hill, célèbre artiste anglais et inventeur de la thérapeutique par l'art. Ça, c'est au début des années 40, à qui en fait on attribue la paternité de l'art-thérapie, à savoir d'utiliser le dessin pour se soigner. Alors là, on fera une vidéo, je pense, sur Hill. Rapidement, dire qu'il fut alité dans les années 40 dans un sanatorium et qu'il a commencé à dessiner et que progressivement, par le dessin, en fait, grâce au dessin, les médecins ont constaté que son état de santé s'améliorait. En fait, il a très bien mis en évidence que ce n'était pas le dessin proprement dit qui était thérapeutique en soi, mais bien plutôt le fait en fait de créer et de dessiner. Et que c'est à partir de ce constat que Hill va développer le dessin auprès de patients dans plusieurs hôpitaux anglais. Et là, on va reprendre un petit peu, voir un peu plus ce qu'il en disait, parce qu'en fait, Hill préconisait plusieurs règles qui, selon moi, sont toujours autant d'actualité par rapport à la question de la médiation du dessin proprement dit. Alors, selon lui, dessiner, pour Hill, ce n'était pas représenter la nature, hein, dans le sens de la mimésis grecque. Autrement dit, il ne s'agissait pas de reproduire ni de faire un dessin qui ressemble. Pour Hill, le dessin devait être avant tout appréhendé comme un moyen de se projeter
et surtout d'affirmer sa propre subjectivité. Mais une autre règle essentielle de Hill, toujours d'après moi d'actualité, c'était vraiment de délimiter le cadre du dessin, puis surtout de laisser faire, en fait, toujours cette idée de laisser faire la mine du crayon qui se déplace sur la feuille. Alors voyons maintenant l'acte de dessiner, un processus dynamique. Alors ce qu'on peut dire, c'est qu'en séance d'art-thérapie notamment, le dessin est une alternative à la peinture qui peut permettre une très bonne expression. Alors que ce soit par le biais de crayons à papier, de feutres, de fusains, de stylos à billes, de pastels, le dessin en fait est fondamentalement une alternative à la peinture qui peut permettre une très bonne expression. En fait, ce qu'il faut voir, c'est que le dessin offre la possibilité aux participants, aux personnes accompagnées, de s'exprimer pleinement à partir du moment où ces personnes ne s'enferment pas dans des considérations techniques. Et ça, c'est vraiment fondamental. Et là, ça signifie qu'il revient en fait au thérapeute de proposer en fait un cadre dans lequel le dessin puisse être appréhendé par les participants comme un acte dynamique. Et pour ce faire, l'idée, c'est que le thérapeute peut, je dirais, et doit proposer des consignes très simples, des consignes ludiques, qui permettent aux personnes accompagnées de ne pas focaliser sur le dessin proprement dit, et surtout de prendre du plaisir à tracer tout simplement des traits. De même, ce qu'on peut dire, c'est que le thérapeute doit expliquer aux personnes qu'il est préférable en fait d'essayer de modifier un trait ou une forme, par exemple, qui ne plaît pas ou qui ne convient pas, plutôt que d'avoir un recours à la gomme pour les effacer. À savoir qu'il est toujours plus intéressant de conserver la trace originelle, de jouer avec, et en fait, pour la détourner par exemple, ou en la recouvrant, en griffonnant, ou encore en dernière instance, par exemple, en noircissant. Avec toujours cette idée que chaque trace, quelle qu'elle soit, est un facteur d'ouverture métaphorique qui permet de développer la créativité et qui peut en fait permettre de déboucher sur une création surprenante pour son auteur. Or, encore une fois, c'est toujours cet esprit, cette idée que la surprise et que l'inattendu sont source de transformation. En fait, ce qu'on peut dire en définitive, c'est que les règles émises par Adrian Hill il y a plus de 70 ans sont toujours extrêmement pertinentes, à savoir que, et là on peut les revoir rapidement, en séance, lorsqu'on dessine, on va dire, l'idée c'est vraiment de proscrire la reproduction et de faire un dessin qui ressemble, ça on l'a déjà vu plus haut. En second lieu, que le dessin doit être appréhendé comme un moyen de se projeter et d'affirmer surtout sa propre subjectivité, et que sur la feuille de dessin, il faut vraiment laisser faire la mine du crayon qui se déplace à son gré. Voilà. Alors, voyons quelques exemples mais très succincts comment dire, de petits dispositifs de dessin qu'on peut proposer en séance. Alors, rappelez qu'il y a plusieurs façons de dessiner, hein. Mais comme il y a aussi plusieurs façons il y a des centaines de façons de peindre, de coller, de modeler, etc., que chaque participant doit idéalement avoir le choix de sa position pour créer, peut être assise, peut être debout, notamment en fixant une feuille sur un mur d'expression, peut être aussi à même le sol, que la plupart, ça peut être aussi debout sur une chaise, sur un escabeau, toutes les postures sont intéressantes à expérimenter, avec toujours l'idée que la plupart des ateliers, enfin très souvent les ateliers proposent une grande table, mais avec l'idée que ce soit quand même suffisamment vaste, l'atelier, pour que les participants puissent s'asseoir, dessiner les uns face aux autres, mais voire assis les uns à côté des autres, mais avec l'idée que ce type de configuration permet de recréer un esprit de groupe et surtout de favoriser les phénomènes groupaux. Mais il est aussi nécessaire dans un cabinet, dans un atelier, que les participants aient le choix entre plusieurs matériaux, outils et supports, afin qu'ils puissent encore une fois essayer, tester, en bref, c'est quoi, chercher, expérimenter ce qui leur convient le mieux pour s'exprimer. On peut dire, à titre d'exemple, que certains vont par exemple préférer dessiner avec un matériau liquide, je pense notamment avec de l'encre, plutôt que des matériaux solides, mais d'autres par exemple ne pourront ou ne voudront dessiner absolument qu'avec un crayon à papier, ou d'autres encore par exemple un stylo à billes. Alors voyons quelques exemples de jeux.
Sachant qu'il en existe encore une fois des multiples jeux à travers la médiation dessin, alors qui peuvent se pratiquer en individuel tout en étant en groupe, qui peuvent se pratiquer aussi en dispositif semi-collectif ou alors carrément en collectif. Alors, l'exemple de dispositif, moi ce que j'appelle dessin et lâcher prise. Alors là, évidemment, il y a le fameux squiggle de Winnicott, hein, de Donald Woods Winnicott, à savoir donc un dialogue pictural graphique alors en individuel entre le thérapeute et la personne accompagnée, ou alors entre les deux participants, donc la feuille au milieu, chacun à tour de rôle trace un trait, sans recouvrir la trace de l'autre, s'accroche ou ne s'y accroche pas, hein, chacun fait comme il l'entend, avec l'idée après qu'on puisse à la fin développer au dessin, en dessinant des parties qui nous intéressent plus particulièrement. Autre exemple aussi très connu, évidemment, il y a le scribble de Margaret Naumburg, hein, à savoir avec cette idée de libérer les images inconscientes, à savoir dessiner en fermant les yeux, sachant que là on peut décliner ce dispositif avec par exemple en le faisant avec la main opposée, en le faisant avec les deux mains, etc. Il y a également dessiné, exemple de contraintes libératoires très simples, sans jamais lever la main de la feuille, principe du trait unique notamment. Autre exemple de dispositif, dessin imaginaire. Moi, ce que j'appelle dessin imaginaire, c'est-à-dire dessiner par exemple à partir d'un objet. Donc là, avoir un objet devant soi, mais là justement ne pas essayer de le reproduire, mais plutôt faire un dessin qui mette en scène cet objet sur le principe, ce qu'on appelle de la libre association, c'est-à-dire de le faire justement d'en faire une autre représentation par rapport à une association qu'on peut faire de cet objet. Il y a évidemment aussi, comme autre exemple de dispositif, là, dessiné à plusieurs, il y a le fameux cadavre exquis pictural, hein, basé sur le principe du cadavre exquis en écriture, par exemple à partir d'une thématique proposée par le thérapeute, mais pas nécessairement, où là, chacun sur sa propre feuille, chacun a une feuille, chacun commence à faire un dessin, replie la feuille et laisse apparaître juste le trait, le dernier trait, la passe à son voisin qui va poursuivre, et ainsi de suite, les feuilles vont tourner. Dans le même ordre d'idée, il y a moi ce que j'appelle le petit train, c'est le même principe que le cadavre exquis pictural, sauf que cette fois, les participants ne recouvrent pas leur création. Donc là, c'est vraiment le principe de la création collaborative en dessin, c'est-à-dire qu'un participant démarre un dessin sur une thématique par exemple proposée par le thérapeute, puis le passe à son voisin qui le poursuit comme il l'entend, lui-même l'a passé à son voisin, etc., etc. Voilà. À lire sur la question de la thématique de la médiation artistique dessin. Alors, l'interprétation des dessins d'enfants de Daniel Wildblocher, publié en 1993. Se construire par les arts plastiques, on devient comme on dessine, de Evelyne Audier, publié en 2007. Le dessin d'enfant de Philippe Vallon, publié en 2012, c'est une réédition. Le dessin dans l'examen psychologique de l'enfant et de l'adolescent d'Aubeline Vinet, publié en 2014. Enfin, vous retrouverez notamment certaines choses dans le livre que j'ai écrit sur l'art-thérapie, ABC, l'ABC de l'art-thérapie, aux éditions Grancher, publié en 2018. Voilà. Si vous souhaitez réagir ou me contacter au sujet de cette émission, toutes les coordonnées sont dans la description de la chaîne. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à partager ou à vous abonner et à cliquer surtout sur la cloche pour être prévenu des prochaines vidéos. D'ici là, portez-vous le mieux possible et surtout, n'oubliez pas de soigner votre art. Bye bye, à bientôt.